Bonjour à tous. Alors dans ce court exposé, je vais vous faire un état des connaissances sur les événements extrêmes et les éléments de bascule de deux des compartiments du système climatique, l'océan et les glaces. C'est ce qui m'a été demandé. Alors je commence par les extrêmes, sauf que je ne peux pas passer à la diapositive suivante. Ah oui, non, c'est ma faute. Excusez-moi, c'est ma faute. J'appuyais sur le mauvais bouton. Donc, je commence par les extrêmes, et en particulier les extrêmes de l'océan. Alors, il y a deux types d'extrêmes. D'une part, les niveaux de mer extrêmes, qui sont la conjonction de ce qu'on appelle des ondes de tempête, c'est-à-dire des élévations importantes du niveau de la mer générées par une tempête, avec des fortes vagues et parfois des grandes marées. Et puis, le deuxième type d'événements extrêmes de l'océan, ce sont les vagues de chaleur marine, qui sont des élévations importantes de température, souvent temporaires, mais qui peuvent durer plusieurs semaines et qui sont régionales. Alors, en ce qui concerne les niveaux de mer extrêmes, en fait, on observe depuis plusieurs décennies une augmentation de ces niveaux de mer extrêmes, mais qui sont le résultat, en fait, de l'élévation actuelle du niveau des mers. On s'attend bien sûr à ce que cette fréquence augmente dans les prochaines décennies, et c'est illustré sur cette figure qui vous montre les fréquences en fonction du temps pour les prochaines décennies de ces niveaux de mer extrêmes. Par exemple, une fréquence de 1 fois par siècle deviendra annuelle dès 2030 dans les tropiques et en Méditerranée, un petit peu plus tardive vers 2070-2080 dans les moyennes et hautes latitudes. Et là, c'est aussi en lien avec la hausse attendue du niveau de la mer. Ce qui concerne les vagues de chaleur marine, alors sur cette figure, vous pouvez voir les vagues de chaleur marine qui ont eu lieu dans l'océan en 2023, avec les couleurs de modéré, fort, sévère à extrême. Et on voit qu'en fait, il y a eu de très fortes vagues de chaleur marine dans les hautes latitudes, dans les régions polaires, mais aussi en Méditerranée, dans l'Atlantique Nord et dans l'Atlantique subtropical. Et puis sur la figure du bas, vous voyez l'évolution de ces vagues le pourcentage de surface océanique affecté par ces vagues de chaleur marine depuis 1984, et on voit très bien qu'au cours des dernières années, des dernières décennies, eh bien, les vagues de chaleur importantes ont augmenté. Alors, les projections du dernier rapport du GIEC indiquent que ces vagues de chaleur marine devraient être de 4 à 8 fois plus fréquentes sur la période 2080-2100, selon le degré de réchauffement de modéré à fort. Alors maintenant, j'aborde un autre problème qui n'a pas été abordé jusqu'à présent, ce sont les éléments de bascule du système climatique. Depuis, les climatologues, depuis quelques années, ont identifié un certain nombre d'éléments du système climatique qui peuvent changer de façon abrupte, ce qu'on appelle une bascule, soit de façon plus lente, mais tendent vers un état irréversible. Alors, vous voyez sur cette figure que ça concerne en fait tous les compartiments du système climatique. Et moi, je vais uniquement parler de ce qui peut se passer dans l'océan et dans la cryosphère. Alors, pour l'océan, ces éléments de bascule qui sont identifiés par les climatologues sont la circulation méridienne dans l'Atlantique Nord, mais aussi les coraux tropicaux, le phénomène El Niño dans le Pacifique tropical, la séquestration de carbone par les écosystèmes marins et les dépôts d'hydrates de méthane sur les marges continentales. Pour les glaces, la banquise arctique, qui, en fait, depuis le dernier rapport du GIEC, n'est plus considérée comme un élément de bascule, mais j'en dirai quand même deux mots, et puis les calottes polaires, le Groenland et l'Antarctique. Alors, bien sûr, je n'ai pas le temps d'aborder tous ces problèmes, et pour l'océan, je vais essentiellement parler de la circulation méridienne de retournement nord-atlantique, qu'on appelle l'AMOC, enfin en anglais, Atlantic Meridional Overturning Circulation. Alors, je commence par l'AMOC. Alors, en fait, sur la figure que vous voyez ici, vous avez une représentation extrêmement simplifiée, schématique, de cette circulation à grande échelle dans l'Atlantique, de la MOC, avec la branche de surface rouge qui transporte la chaleur et le sel depuis les tropiques vers le nord, régule le climat de l'Atlantique Nord, puis se refroidit au niveau du Groenland, où les eaux froides et salées, parce qu'elles ont perdu à cause de l'évaporation, coulent vers le fond,
et ça alimente ainsi un courant froid profond qui est en bleu sur cette figure, ici plutôt, et ce système de circulation est considéré comme potentiellement instable dans un contexte de réchauffement lié à un apport d'eau douce, lié à la fonte des glaces polaires, la banquise et le Groenland, plus un excès de précipitations. Alors dans les prochaines diapositives, les 4 prochaines, je vais vous parler qu'est-ce qu'on a appris des climats du passé, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui, les projections et les impacts. Alors les climats du passé, qu'est-ce qu'ils nous ont appris sur la circulation, la MOC. L'analyse des glaces de 42 glaces du Groenland et de sédiments marins a montré que le dernier cycle glaciaire était loin d'être un long fleuve tranquille, mais a été affecté par des fluctuations abruptes du climat. Ces événements qu'on appelle d'abord des événements de Dansgaard-Ogier, qui sont caractérisés par des réchauffements très rapides en quelques décennies, suivis d'un refroidissement graduel qui peut durer plusieurs siècles ou plus, mais très important. Et on en a observé à peu près 25 sur le dernier cycle glaciaire. Et ces événements sont associés à un apport important d'eau douce causé par la débâcle massive d'iceberg de la calotte polaire nord-américaine, qu'on appelle des événements de Heinrich, et qui correspondent aussi à des changements abrupts de la circulation de la MOC dans l'Atlantique Nord. Alors tout ça, on le sait par des observations, notamment, comme je l'ai dit, des analyses des carottes glaciaires et des sédiments marins, avec des impacts importants, non seulement sur le climat de l'Atlantique Nord, mais aussi, en fait, dans l'Atlantique Sud, lié à ce qu'on appelle cette bascule climatique bipolaire dont je n'ai pas le temps de parler. Alors, sur la figure que vous voyez, là, qui est issue d'un article récent de Nina Dabdian et Edouard Bard, on voit les fluctuations de la température au sommet du Groenland en vert et puis la température de surface de la mer avec ces événements de Heinrich qui ont marqué le dernier cycle glaciaire. Alors, que disent les observations actuelles de cette circulation dans l'Atlantique Nord, la MOC ? Des observations directes in situ qui sont menées depuis à peu près 2 décennies suggèrent un léger affaiblissement de cette circulation. D'autres observations indirectes basées sur l'altimétrie spatiale et des réanalyses océaniques et aussi des reconstructions confirment un léger déclin de la MOC depuis le début de l'ère industrielle. Et des études récentes suggèrent que la MOC est proche d'une transition d'un état stable vers un début de déclin. Toutefois, il faut prendre ces résultats comme encore incertains à cause de la très forte variabilité interannuelle à multidécennale de cette circulation dans l'Atlantique Nord. Néanmoins, tous les modèles de climat projettent un affaiblissement de cette circulation dans l'Atlantique Nord de la MOC au cours des prochaines décennies. Toutefois, un arrêt total est complètement exclu. Alors, comme c'est indiqué ici, pour des réchauffements, par exemple, entre 1,5 et 2 degrés, 2 et 3 degrés, 3 et 5 degrés, l'intensité de la MOC devrait diminuer de 29, 32 et 39% respectivement. Mais, comme on va le voir sur la diapositive suivante, même si tous les modèles de climat prédisent bien un déclin de la MOC, en fait, il y a une énorme dispersion entre les modèles. C'est illustré sur cette figure où vous voyez l'intensité de la MOC. À gauche, en noir, vous avez des observations et à droite, les projections. Les courbes en couleur correspondent à différents scénarios de réchauffement, mais les zones en grisé montrent les incertitudes liées au modèle. Donc, certes, une diminution de l'intensité, mais une très grande dispersion pour le futur. Donc, il faut continuer à observer. Alors, les impacts, refroidissement de l'Atlantique Nord et d'une large partie de l'Europe, peut-être compensé par le réchauffement global, l'accélération de la hausse du niveau des mers le long des côtes est de l'Amérique, etc., etc. Je ne vais pas tout lire, parce que sinon je vais dépasser mon temps, et ça a déjà été évoqué tout à l'heure, je crois, par Christophe Cassou, dans sa réponse à une question.
Je passe maintenant à la banquise arctique, qui n'est plus considérée comme un élément de bascule, mais néanmoins qui diminue en surface de façon considérable depuis plusieurs décennies. Alors c'est illustré sur les deux courbes ici. On voit très bien depuis une cinquantaine d'années la diminution de la surface sur la partie gauche, sur la figure de gauche, et puis à droite c'est juste un zoom pour les dernières décennies. Alors non seulement l'extension diminue, mais aussi l'épaisseur de la banquise. Et sur l'image, on voit l'extension de la banquise en septembre dernier. C'est le moment en été boréal, à la fin de l'été boréal, que la banquise est la plus rétrécie. Et on voit en comparaison la courbe jaune, je ne sais pas si vous voyez bien sur la figure, donc c'est l'extension moyenne entre 1980 et 2010. Alors, l'impact, évidemment, il est bien connu, c'est l'amplification du réchauffement dans l'Arctique. Alors, quelles sont les projections pour le futur? Les modèles de climat projettent une poursuite du déclin progressif de la banquise arctique, avec possibilité de disparition totale en été d'ici vers 2050, pour un réchauffement modéré, et peut-être certains modèles prédisent un déclin abrupt de la banquise hivernale, mais il n'y a pas de consensus pour l'instant. Alors les impacts, c'est une accélération du réchauffement, puisque plus la banquise, il y a cette rétroaction positive qui a été évoquée tout à l'heure par Christophe Cassou. Avec des impacts aussi, une accélération sur la fonte des glaces du Groenland, impact sur les écosystèmes terrestres et marins, et bien sûr sur les populations, les communautés humaines. Alors maintenant, pour poursuivre, pour poursuivre ce panorama, je vais aborder les calottes glaciaires, le Groenland et l'Antarctique. Alors, on sait bien que si toute la glace du Groenland fondait, la mer s'élèverait de à peu près 7 mètres, et si la glace de l'Antarctique disparaissait, Antarctique de l'Ouest, c'est-à-dire la partie instable du continent antarctique dont le socle rocheux est situé sous le niveau de la mer, eh bien, ça produirait une hausse du niveau des mers de 3 à 5 mètres. Et on peut rappeler que lors du dernier maximum glaciaire, du dernier interglaciaire, il y a 125 000 ans, où le climat était un peu plus chaud qu'aujourd'hui, eh bien, le niveau de la mer, les observations paléoclimatiques indiquent que le niveau de la mer était plus haut qu'il n'est aujourd'hui, de 6 à 9 mètres, avec une contribution importante du Groenland et probablement aussi de l'Antarctique. Alors, aujourd'hui, on observe, grâce aux satellites, que le Groenland et l'Antarctique perdent de la masse de la glace de façon accélérée. C'est illustré sur ces deux figures. À gauche, vous avez le Groenland, à droite, l'Antarctique. Les échelles sont en milliards de tonnes de masse de glace, et on voit très bien cette diminution avec une nette accélération. Alors, les causes, elles sont bien identifiées. Pour le Groenland, c'est 50% dû à la fonte en surface de la glace en été, et puis 50% des instabilités dynamiques à la périphérie de la calotte, avec un recul des glaciers côtiers. En Antarctique, 100% de la perte de masse de glace est due à des instabilités dynamiques des glaciers côtiers en réponse au réchauffement de l'océan. Alors, peut-être que Gérard Kriner, qui présentera juste après moi, parlera plus en détail des mécanismes. Alors, les glaces fondent, les glaces continentales fondent, en particulier donc l'Antarctique et le Groenland, et bien sûr ça contribue à faire monter le niveau de la mer, comme vous le voyez sur cette figure, qui est la courbe de l'évolution du niveau moyen global de la mer depuis qu'on l'observe en routine par les satellites, depuis 30 ans donc la mer monte, elle accélère. Et on sait aujourd'hui, grâce à d'autres types d'observations, d'autres systèmes d'observation, que cette hausse est due pour 40% au réchauffement de l'océan et 60% à la fonte des glaces continentales, avec une contribution des glaciers, mais surtout des calottes polaires antarctiques et Groenland. Alors, on sait aussi qu'à cause du réchauffement qui va se poursuivre, le Groenland et l'Antarctique vont continuer à perdre de la glace. Et là, vous voyez sur cette figure les projections par la partie en couleur à droite des modèles de climat. À gauche, ce sont les observations, et puis là, vous avez les projections jusqu'en 2100 avec pour différents scénarios donc des pertes de masse de glace plus ou moins importantes. Et donc ça va contribuer à la hausse future du niveau des mers. Et vous voyez sur cette figure les projections des modèles de climat du dernier rapport du GIEC.
de la hausse future du niveau moyen de la mer, ici jusqu'en 2150, avec les courbes en couleur qui correspondent à différents scénarios de réchauffement. Et les courbes en pointillés et tiretés, en fait, sont des trajectoires possibles de hausse du niveau des mers en cas d'instabilité des calottes, en particulier de l'Antarctique de l'Ouest. Donc on voit que avec ces instabilités potentielles des calottes, eh bien en 2100, la hausse du niveau moyen des mers peut atteindre jusqu'à 2 mètres et donc et encore plus autour de 2050, plusieurs mètres. Alors, l'évolution future du Groenland antarctique, les mécanismes dominants pour le Groenland, c'est la fonte en surface en réponse au réchauffement de l'atmosphère, et pour l'Antarctique de l'Ouest, la fonte des plateformes de glace qui sont dues au réchauffement de l'océan, qui créent des instabilités des glaciers côtiers avec des charges d'iceberg accélérées dans l'océan. Est-ce qu'il s'agit d'une évolution irréversible? Eh bien, les modèles de climat indiquent qu'au-delà d'un réchauffement global supérieur à 2 degrés, il peut y avoir initiation d'un déclin irréversible du Groenland, avec disparition quasi complète de la calotte groenlandaise sur une échelle de temps longue, plusieurs siècles, voire 1000 ans ou plus. Et selon certaines études, le centre-ouest du Groenland serait déjà proche d'un état de transition critique. En ce qui concerne l'Antarctique, les modèles, là aussi, projettent une désintégration partielle de l'Antarctique de l'Ouest en quelques siècles, au-delà d'un réchauffement de l'ordre de 2 degrés. Et des études ont même montré qu'un réchauffement important de l'ordre de 6 degrés pourrait conduire à une perte de glace importante de la partie de l'Antarctique de l'Est, qui est pour l'instant considérée comme la partie stable du continent, mais dans un contexte de réchauffement important, certaines régions de l'Antarctique de l'Est pourraient aussi reculer en termes de hauteur de glace, et donc avec plusieurs mètres de hausse du niveau de la mer. Il faut quand même considérer que ces scénarios sont incertains, en particulier les échelles de temps, en raison des incertitudes à la fois sur les mécanismes en jeu et sur les limitations actuelles des modèles de climat. Alors, cette diapositive se passe de commentaires. C'est une carte qui montre les populations des grandes mégapoles côtières aujourd'hui, avec plus de 10 millions d'habitants dans nombre de mégapoles de la planète, en particulier en Asie. Et donc, on imagine bien les conséquences de plusieurs mètres de hausse du niveau des mers dans les prochaines décennies. Et moi, je crois que je suis en avance, parce que ça, c'est ma dernière diapositive. Je suis à combien de temps? 13 secondes. Bon, alors ça ira très bien. Donc, pour résumer et pour terminer, cette figure vous montre les probabilités de changement irréversible dans le futur, au cours des prochaines décennies et siècles et même millénaires, dans un contexte de réchauffement modéré. Alors, je ne vais pas tout commenter, mais dès 2050, comme on l'a dit, une disparition de la banquise en Arctique, et autour de 2100, dans les prochaines décennies, une diminution de l'intensité de la MOG, de la circulation dans l'Atlantique Nord, et autour de 2100, un début de changement peut-être irréversible des calottes polaires du Groenland et de l'Antarctique de l'Ouest. Donc voilà, j'ai terminé et je suis très contente d'avoir été capable de garder mon temps. Merci. Merci Annie. Tu restes là. Donc on a de nouveau pas mal de questions. Alors pareil, je vais essayer d'en regrouper quelques-unes. Alors, je pense que l'allusion que tu as faite dans le passé à des réchauffements rapides de quelques décennies a attiré l'attention d'un certain nombre de personnes. Et donc la question évidente, c'est est-ce qu'on est en ce moment dans un événement de Dunkerque tel que tu l'as présenté? Et est-ce que c'est la même chose que ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'on peut en apprendre quelque chose? Bon, alors, d'abord, je voudrais dire que les organisateurs de ces journées m'ont demandé de parler de ces événements extrêmes et des éléments de bascule, domaine qui n'est pas du tout mon domaine de recherche. Alors, j'ai lu pas mal d'articles pour essayer de préparer cette présentation, mais là, je vais utiliser mes jokers
et demander aux experts dans la salle, parce que je sais qu'il y en a plein, en particulier Jean Jouzel, Valérie Masson-Delmotte, pour répondre à la question. Bien. Et peut-être ça sera le cas pour d'autres questions, parce que vraiment, c'est pas mon domaine. Annie, je reprendrai cette question avec effectivement un des experts que tu vas me désigner, qui sera désigné volontaire. Bien, autre question. Est-ce qu'on a atteint certains points de bascule aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire qu'on on a passé ou on est dans un point de bascule? Pareil? Bon, d'après toi, alors, au moins. D'après moi, non, mais on est en train, peut-être, pour certains éléments de bascule, comme on l'a vu, là, de s'acheminer vers un changement irréversible. Peut-être un exemple, c'est l'Antarctique de l'Ouest, qui perd de la glace de façon accélérée, causée par des mécanismes d'instabilité. Je ne sais pas si, Gérard, tu vas en parler. Tu vas en parler. Gérard en parlera, juste après. Voilà, donc un exemple, c'est pour moi l'Antarctique de l'Ouest. On est dans l'instabilité, d'accord. Dans l'instabilité. Plus, je pense, dans tes compétences, quelle est la fiabilité relative des données de chaleur marine en Antarctique au vu des difficultés d'acquérir les données? Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'acquisition de données sur la chaleur des océans? On a la chance de disposer d'un grand programme international qui s'appelle Argo, qui a été mis en place il y a 20 ans maintenant. La France contribue, plein de pays du monde contribuent, avec des flotteurs automatiques qui mesurent en permanence, avec une fréquence de 10 jours, la température et la salinité de l'océan jusqu'à 2000 mètres. On a une couverture quasi mondiale, quasi globale de l'océan, avec quelques trous quand même. Donc je pense que ces vagues de chaleur marine, elles sont largement basées sur ces données-là, mais aussi probablement des données de température de surface de la mer qu'on mesure en routine avec les satellites depuis 30 ans maintenant, avec une très haute précision. Donc je pense que là, il n'y a pas de souci d'incertitude sur ces événements-là. La dernière question, ouf. À quel moment de notre humanité toute la glace des pôles sera fondue? À quel moment on verra l'ensemble de la glace ou une grande partie des glaces du pôle soit fondue dans les prédictions? Y compris les calottes polaires? La question est posée, c'est la glace des pôles. Donc c'est les calottes polaires. La polaires. banquise, on l'a vu, elle est en train de perdre de la glace. On a vu qu'en 2050, il y aura probablement plus de banquise en été, que peut-être en hiver, dans les prochaines décennies, la banquise disparaîtra aussi. Pour le Groenland, on l'a dit, peut-être qu'on est déjà que si le Groenland est en état de transition vers un basculement, mais ça prendra au moins 1000 ans, peut-être plus. Et l'Antarctique de l'Ouest, peut-être moins. Voilà. D'accord. Bon, merci après, beaucoup en tout cas. C'est mes collègues qui répondront aux questions mais les de questions sont paléoclimatologie qui sont vraiment pas mon domaine. Merci beaucoup Annie.